bonsoir les Itata et bienvenue dans votre émission Deux fois causé. Ça y est, nous sommes le 9 juillet. Ce sont les grandes vacances, comme disent les enfants. C'est une période festive que beaucoup de Martiniquais aiment. Alors, on parlera de tour de yole, on parlera de plein de choses qui se déroulent durant cette période. Mais on a une question ce soir, on tentera d'y répondre ou au moins de trouver des solutions. On le sait, nous, les Martiniquais, on aime notre île, hein? Île aux Fleurs, n'est-ce pas? Notre magnifique île aux Fleurs, la Martinique, avec ses belles plages magnifiques, avec son histoire riche, avec sa gastronomie, il faut le dire, reconnue, et sa culture unique. On en profite, mais pourtant, on n'est pas les seuls, hein. On pourrait se poser la question de savoir pourquoi. Est-ce que, par exemple, un certain nombre de touristes, des touristes américains, chers invités, choisissent, quand ils prennent la destination Caraïbes, choisissent d'aller vers d'autres îles, les îles voisines. On en parlait en amont de cette émission, la Barbade, la Jamaïque, etc. Et pourquoi pas la Martinique? Est-ce que c'est une question de prix chez nous? Est-ce que c'est une question d'image ou encore une question d'accueil? Ou encore, on pourrait même se poser la question de savoir, est-ce qu'on n'a pas un petit peu de retard sur ces îles-là? Eh bien, on cherchera à y répondre avec nos invités. Merci de nous recevoir chez vous. Faut causer, nous qu'à causer. Bonsoir madame, bonsoir mesdames. Et je vais de ce pas présenter mes invités. Bonsoir madame Dispagne, donc Frédéric Dispagne. Permettez-moi de vous dire que vous êtes représentative de l'île aux Fleurs. Vous êtes vous-même une fleur. Ah, comme c'est gentil. Elle me fait rougir, Madame Dispagne, ce soir. Je vous retourne le compliment. Vous êtes élégante et magnifique ce soir. Et franchement, on aime vous voir avec ce sourire. À chaque fois que vous venez nous visiter sur Faut causer, vous êtes toujours la bienvenue, vous le savez. Et encore plus ce soir avec cette magnifique robe blanche. Donc, Frédéric Dispagne, pour vous présenter aux rares personnes qui ne vous connaissent pas encore aujourd'hui. Vous êtes donc entrepreneur et vous êtes ancienne directrice hôtelière également, donc formatrice, professeure. Et aujourd'hui, vous intervenez dans cette émission en tant que consultante dans le tourisme. Alors, j'ai annoncé en introduction cet état de fait que les touristes, notamment américains, vont toujours vers des directions autres que chez nous. D'après vous, pourquoi? En quelques mots. Je pense qu'il y a une lisibilité de l'offre tout incluse qui séduit beaucoup la clientèle américaine, que cette offre tout incluse, elle est beaucoup plus facile à mettre en place parce que nous n'avons pas les mêmes problématiques de charges sociales ou salariales. Donc c'est le prix, en un mot. D'accord. Et aussi, je crois qu'il y a une question d'image. Si je vous dis Cuba, vous pensez, je pense, salsa et patrimoine ou histoire. Si je vous dis Jamaïque, c'est pareil. Il y a une identité de marque, une image de marque, une notoriété des îles qui est très attractive et qui permet d'avoir une meilleure visibilité. On parlera tout à l'heure de Bob Marley avec la Jamaïque dans un instant. Je me tourne vers vous. Bonsoir, madame. Alors, que je remette de l'ordre dans mes fiches, madame Madeleine Channing-King. Bonsoir à vous. Merci d'être là. Vous êtes, vous, créatrice d'expériences touristiques. On peut définir votre fonction comme ça. Et aussi fondatrice de Tété Douette. Alors, parlez-nous de Tété Douette. Qu'est-ce que c'est? Alors, Tété Douette, c'est un concept de visite guidée gourmande en Martinique. C'est né d'une frustration de ma part, c'est que bien souvent, quand j'entendais à la fois les touristes, mais bien aussi souvent les Martiniquais parler de notre gastronomie, il y avait cette idée que notre gastronomie, elle est reconnue, elle est célèbre, etc. Mais en discutant, en approfondissant un peu, globalement, on me citait 5 plats. C'était le colombo, le rhum, le flan au coco, etc. Et j'avais cette espèce de frustration parce que pour moi, ça ne reflétait pas finalement l'étendue du patrimoine gastronomique en Martinique. Et donc, pour pallier à ça, j'ai créé un concept de visite où, en fait, les participants peuvent goûter la Martinique, j'allais dire la vraie Martinique, telle qu'on devrait la connaître. Alors, concrètement, les gens s'inscrivent sur une plateforme et vous les emmenez dans différents restaurants? Exactement, ils s'inscrivent sur une plateforme et on part avec eux en découverte à Fort-de-France parce que la ville mêle finalement patrimoine culturel, patrimoine historique. La ville, elle s'explore à pied, donc il y a un vrai potentiel. Et on fait des arrêts chez des commerçants sélectionnés. Et en fait, à chaque arrêt, chaque poste gourmande, comme on dit, c'est l'occasion d'une anecdote à la fois sur la Martinique, sur l'histoire ou sur notre gastronomie. Et du coup, ça permet finalement de créer des passerelles. Et il faut être clair, ce qu'on mange aujourd'hui en Martinique, c'est pas le fruit du hasard.
C'est le fruit d'une histoire, c'est le fruit de métissage, c'est le fruit de rencontres. On a des techniques, des savoir-faire qui sont particuliers. On a des assemblages, des saveurs qui nous sont propres. On a des choses qu'on ne trouve pas ailleurs. Et ça méritait d'être connu. Et les touristes ont l'air d'apprécier. Donc, tant mieux. Alors, quand on entend ça, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, les Itata, mais on a envie de demander, est-ce que nous, les Martiniquais, on peut aussi en profiter? Nous, notre clientèle, elle est 70% touristique, mais on a 30% soit de Martiniquais, soit de Martiniquais qui vivent en Martinique et qui ont envie c'est une occasion finalement de découvrir Fort-de-France. On leur donne le prétexte pour le faire, soit de Martiniquais qui ne vivent pas en Martinique, qui reviennent en vacances ou autres. Et ce qu'ils nous disent, et pour moi c'est la plus belle des satisfactions, parce qu'on est exigeant envers nous-mêmes et envers les autres, c'est que ça leur a permis aussi de se rendre compte de ce qu'on avait à offrir, quoi. C'est ça. Du Colombo et des Accras. On va détailler tout ça, votre offre, dans un instant, et on écoutera aussi votre analyse sur cette fameuse non-attractivité de notre pays. Alors, je me tourne vers vous, Valérie Rémilien. Vous êtes, donc consultante en communication et relations clients, c'est ça? Et formatrice. Oui, j'y arrivais, et formatrice aussi en langue, formatrice d'anglais, très nécessaire quand on parle de tourisme, justement, de tourisme pour les Américains, les Anglais, autres que les Français, exact. Puisque, dites-moi si je me trompe, il me semble que les premiers touristes chez nous, ce sont les Français. Oui, mais l'anglais, c'est la langue du tourisme, vous avez raison. C'est ça, c'est ça. Alors, merci de me donner raison, Madame d'Espagne. Je me tourne vers vous, Madame Rémilien. Est-ce qu'on peut, selon vous, les Martiniquais, est-ce qu'ils savent accueillir naturellement bien? On est en pleine période de vacances, on va voir beaucoup de monde, beaucoup d'étrangers, d'Italiens, non seulement d'Américains, mais d'Italiens, d'Européens en général. Est-ce qu'on sait accueillir? Est-ce qu'on nous a appris à accueillir, selon vous? Oui, le Martiniquais sait accueillir. Le Martiniquais est chaleureux, il est bienveillant, il a envie de faire connaître sa culture et en fait, je pense que là où on pêche un petit peu, c'est vraiment la langue, pouvoir communiquer avec des personnes qui ne parlent pas la même langue que nous. Et ce qui revient souvent, c'est aussi la posture. C'est-à-dire, on n'a pas toujours les mêmes façons d'accueillir, les mêmes façons de dialoguer. Un touriste anglophone, il sera très tourné sur le conversationnel. Il faudra le mettre à l'aise, voilà, pour l'accueillir. Il faudra parler avec lui, il faudra lui demander de ses nouvelles et de sa famille, etc., comment se passe la journée. Et donc, du coup, quand on ne parle pas la langue de la personne, ça devient un challenge. C'est ça, c'est ça. Et vous intervenez à ce niveau? Oui. Vous formez donc les personnes dans ce milieu du tourisme à l'anglais et... Est-ce qu'aujourd'hui, on a fait des avancées? Parce qu'on se souvient encore, on ne va pas citer, mais les moqueries qu'on a pu voir sur les réseaux sociaux par rapport à nos chauffeurs de taxi ou autres qui... Pourquoi vous riez, mesdames? J'ai rien dit, hein? Les images me reviennent. Les images et surtout cette fameuse phrase qu'on a tellement et longuement entendue. J'ai pas osé, Madame Rémilien, vous l'avez fait pour moi. Bon, tant mieux. Alors, ce fameux in the alley, in the comeback, là, est-ce que ça s'améliore aujourd'hui? Alors, c'était cocasse, c'est clair, oui, mais ça s'améliore. Mais il a essayé. Hein. Il a essayé. Le but, c'est ça, parce qu'on rencontre souvent des gens qui ont du mal, parce qu'ils comprennent le touriste, mais ils n'arrivent pas à parler. C'est ça. Lui, il a fait l'effort, donc c'était déjà bien. Alors oui, maintenant, il y a des formations qui sont dédiées à ça, notamment pour les taxis en Martinique. Ils peuvent se faire financer pour apprendre l'anglais, pour présenter un petit peu le paysage quand ils partent en tant que guide touristique. Donc ça, c'est très bien. Je le remarque aussi dans d'autres cadres, comme par exemple la grande distribution, où on remarque souvent qu'il y a beaucoup de touristes anglophones qui vont venir faire leurs courses. Alors ça paraît totalement anodin, mais ça change quelque chose vraiment qu'une hôtesse de caisse puisse parler anglais ou au moins échanger, pouvoir dire le prix, pouvoir demander des nouvelles, etc. Ça change vraiment l'expérience client. Wow, ok, bon, écoutez, tous à l'anglais, hein, les Itata. Madame d'Espagne, est-ce que notre problème, puisqu'on parlait du manque d'attractivité de notre île, est-ce que le problème c'est le manque de tourisme ou de touristes, ou plutôt pas le manque d'organisation? Alors, je vais être peut-être plus ronde et plus politique, même si ça ne me ressemble pas. Absolument. Je ne dirais peut-être pas un manque d'attractivité, mais on regardait les chiffres toutes les 4 avant le plateau. On est autour d'1 million de visiteurs annuels
parlons vite, en Martinique, pas très loin pour la Guadeloupe, pour un bassin caribéen qui en accueille 34 millions. Donc, voilà. Et d'où le fait que je vous ai régulièrement taquiné en off, d'où cette émission en vous disant mais quand est-ce qu'on se compare aux autres? Parce qu'à un moment, il faut se comparer aux meilleurs et il faut se poser les bonnes questions. Alors je ne dis pas que la Martinique ne fait pas de son mieux, mais je pense qu'on devrait prendre exemple non seulement sur nos collègues et non pas les considérer comme des concurrents, déjà les prendre peut-être comme des concurrents en pratiquant leurs bonnes pratiques. Et Valérie sait de quoi je parle, et Mali aussi, mais elle est issue d'études à la Barbade, donc elle a vraiment cette ouverture dans cet univers. Non seulement les prendre comme des concurrents, mais plus que de les prendre comme des concurrents une fois qu'on l'a bien fait et qu'on l'a bien fait, c'est peut-être à ce moment-là de les utiliser comme des passerelles supplémentaires pour faire une destination Caraïbes. Je me suis toujours posé la question, je vais le poser, Clara, je me suis toujours dit, mais pourquoi est-ce qu'on vende la Martinique? J'entends. Mais la Martinique fait partie d'un archipel riche avec des voisins qui ont tellement de choses à proposer. Et moi, je sais qu'on a quelque chose de très différent d'eux, de très unique. Mais en même temps, si on nous achète, il faut nous acheter en package. Oui. Et on nous parle de CARICOM, on nous parle de ponts et de transverses, que je suis d'accord. Mais alors, pratiquons la CARICOM. Qu'est-ce qu'il y aurait de plus facile pour pouvoir mettre en place un commerce caricomien, ça y est, je viens d'inventer un mot, caricomien, que le tourisme, puisque la nature est là, la biodiversité est là, le patrimoine est là, et d'ailleurs, et le plus important, le peuple, les populations sont là. Voilà. Alors dites-moi, vous dites il faut se comparer ou il faut regarder ce que font les meilleurs. Alors, à vos yeux, c'est qui les meilleurs en finalité? Alors, on a de très bons heures, les meilleurs. Pas faire un, mais il y a de très bons élèves. Hein. Je trouve que la Jamaïque, elle a des sujets de sécurité, mais voilà, comme on connaît aussi géopolitiquement ce qui se passe dans toute la Caraïbe, mais la Jamaïque fait figure de bon élève touristique. Elle a su promouvoir et transfigurer un tourisme culturel, un tourisme de musique. Je vais pas vous apprendre combien la Jamaïque rayonne à l'international. Un Américain, vous lui dites la Jamaïque, il sait tout de suite de quoi vous parlez. On peut aussi parler de Saint-Barth, parce qu'on peut me dire oui, c'est une question de superficie. Si je vous parle de Saint-Barth, pour reprendre l'exemple d'un Américain ou d'un Européen, il saura aussi de quoi je parle, il va tout de suite se penser à un caillou de luxe. Voilà, parce qu'ils se sont positionnés. Après, c'est toujours l'histoire. On avait parlé là, lors d'une dernière émission du fait que nous étions un petit peu en bas-feuille de la communication touristique, du fait des bateaux qui ne passaient pas à cause des barrières douanières en Martinique et en Guadeloupe, mais passaient à Saint-Martin, d'où le fait que Saint-Martin est une avance sur nous. Bon. Et puis, il y a aussi, je vais nommer Cuba, même si Cuba a des sujet, la géopolitique d'embargo, mais quand ce n'était pas le cas, Cuba, alors là, c'était le soleil du tourisme. Non seulement ils avaient la culture, la musique, etc., sans parler du patrimoine, une histoire, et puis on allait vraiment se frotter à quelque chose de mythique. C'est un mythe, Cuba. Oui. Bon. Donc, j'estime que nous, Martiniquais, nous sommes uniques, nous sommes les meilleurs. Voilà. Donc, je vais poser ça. Voilà. Et donc, bon sujet, c'est de me dire qu'est-ce qu'il faut faire en termes de communication. Est-ce qu'il ne faut pas se remettre en question et faire une psychanalyse du tourisme, c'est bien, et de se dire une stratégie ou l'autre, mais à un moment, est-ce qu'il ne faut pas penser dans un écosystème, non seulement par la comparaison, mais également par tâcher des ponts, des unions, sans dire qu'on va faire un florilège inter-île, un archipel de... Voilà, se dire, si on faisait un partenariat aujourd'hui dans le cadre de la CARICOM de Sainte-Lucie, Martinique 3 jours, ou Dominique, Martinique 3 jours, et si on essayait de pouvoir communiquer cela avec tel agent de voyage, avec des institutions touristiques, et pourquoi pas, voilà. Il faudrait des ferries, hein, mais... Oui. Qu'en pensez-vous de ce que vient de nous décrire Madame d'Espagne en face de vous? Vous êtes d'accord avec le principe de base qu'il faut se comparer, il faut aller prendre le meilleur, chez les bons élèves? Je pense que oui. Le contraire serait étonnant de vous dire qu'on se compare aux plus faibles. Bon, ce serait un non-sens. C'est surtout la partie, on copie en fait ce qui fonctionne. Là où j'apporte de la nuance, c'est que quand on parle de développement touristique et de succès, généralement, ça se mesure à un critère, le nombre de touristes. Et donc, c'est à celui qui a le plus gros volume, le plus gros million, le plus gros, etc. Moi, j'utilise d'autres critères. Les destinations que Frédéric a citées, sur ces critères-là, en tout cas, ce ne sont pas les meilleurs.
D'accord. Je prends le cas de la Jamaïque, il y a beaucoup d'études. Alors bien sûr, la Jamaïque capte des volumes et des volumes, des millions de voyageurs, aucun souci. Maintenant, où cet argent va-t-il? C'est ça qu'il faut se poser. Est-ce que c'est un succès économique? Est-ce que les avions sont pleins? Oui. Maintenant, est-ce que c'est un succès sociétal? Je ne suis pas sûre. Je crois que j'avais vu une étude qui disait que je crois que pour 100 $ dépensés en Jamaïque, il y a $1 qui restait sur l'île. Alors, bien sûr, il y a des touristes. Bien sûr, il y a du monde, les avions descendent comme ça. Mais pour moi, le critère, on analyse généralement le développement touristique, c'est un critère qui est biaisé, qui est faussé. C'est la course à celui qui est plus gros. La Jamaïque, on a pris cet exemple-là. Quand vous regardez les îles qu'on a citées, certes, sur le plan touristique, elles sont attractives. Maintenant, sur le plan de la vie des gens, le plan sociétal, je ne suis pas sûre qu'on mettrait la Jamaïque tout en haut. Je ne suis pas sûre qu'on mettrait Cuba tout en haut. Je ne suis pas sûre qu'on mettrait d'autres destinations tout en haut. Et pour moi, c'est là où il faut changer un peu de paradigme. C'est arrêter de chercher la course au nombre, au volume, c'est chercher la course à quelles retombées économiques, où vont ces retombées économiques, est-ce qu'elles irriguent. C'est chercher aussi un critère de développement durable. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on reçoit, il y a ce qu'on s'appelle en tourisme, et on l'oublie, un seuil de capacité, un territoire, il n'a pas vocation à accueillir un nombre démesuré de personnes. La Martinique, c'est 400 000 personnes. Quand on reçoit 1 million de personnes, on a déjà fait x2 et plus. Et donc forcément, ça a un impact sur nos plages, ça a un impact sur notre consommation en eau, ça a un impact sur la circulation, ça a un impact sur plein de choses. Et ça aussi, pour moi, ça devrait être un critère qu'on prend beaucoup plus en compte. Et je suis sûre que si on regarde avec ces nouveaux critères-là, les destinations qui sont les plus populaires, elles commencent déjà à être rétrogradées. Et donc, c'est là où j'apporterai la nuance. C'est-à-dire, je pense qu'il ne faut pas regarder une destination seulement à travers son volume de personnes. C'est qui est-ce qui en bénéficie? Est-ce qu'aujourd'hui, en Jamaïque, on peut dire qu'on peut avoir une carrière dans le secteur touristique? Une carrière, on évolue, est-ce qu'on peut avoir des promotions? C'est ça aussi. Donc oui, je suis d'accord avec Frédéric, mais en apportant de la nuance. Alors, dans la nuance que vous apportez, on se trouve où, nous? Justement, vous parliez de place de la Jamaïque. Alors, déjà, c'est réglé. C'est pas nous. Alors, nous, on est clairement dans la course à celui qui a le plus grand nombre. Chaque année, on nous sort, au début, c'était 500 000 touristes, ensuite 1 million, maintenant 2 millions. Et en fait, je me demande à quel moment on va se dire qu'on en a assez déjà. À quel moment on va se dire qu'on en a assez? Et j'en discutais récemment avec des institutions, et elles nous disent, nous, quand il y a autant de touristes, ça pèse sur les ressources en eau. Ça pèse sur la gestion des déchets. Donc, à mon sens, la Martinique, donc c'est pas sur le volume qu'il faut se... Ah ben oui, les gens ils viennent, ils consomment, mais il y a des conséquences. C'est pas sur le volume, de toute façon, on sera jamais... On est un territoire de 1000 km², 1100. On va pas se comparer avec la République dominicaine. Donc sur ça, à mon sens, on n'a pas vocation à être parmi les premiers. Là où on a vocation à s'interroger, je pense pas qu'on soit les meilleurs, mais je pense pas qu'on soit les pires, c'est finalement qui bénéficie du secteur touristique en Martinique. Et avec ce regard-là, je pense que déjà, on n'a pas d'hôtel, de chaîne hôtelière qui capte la ressource touristique et puis ça repart vers les sièges, vers les holdings. On a une hôtellerie qui est indépendante ici, par exemple. On a des locations saisonnières, donc ça aussi, ça reste ici. Je vous vois étonné. Non, mais c'est super, vous apportez des informations. J'avoue, on a 8000 unités recensées, donc c'est ce qu'on se disait. Donc ça veut dire que c'est aussi ça irrigue finalement le territoire. Donc on n'est pas parfait, je pense qu'on est au milieu de tableau. C'est-à-dire qu'on a une marge, on n'est pas tout en haut. On n'est pas les meilleurs en matière de durabilité, on n'est pas la Dominique, on n'est pas le Costa Rica, on n'est pas les meilleurs en termes de volume de personnes, on n'est pas la République dominicaine, on n'est pas la Jamaïque, on n'est pas la Barbade, et c'est OK. Je pense qu'à un moment, en 2026, il faut faire le deuil de ça. On n'a pas besoin d'avoir 5 millions de personnes. On les mettra où? Je vous demande, on les mettra où, en fait, les 5 millions de personnes? Il y a un enjeu de lisser la saisonnalité, ça, on est d'accord, pour avoir moins de pics de touristes, mais que ce soit lissé. Il y a un enjeu de gérer aussi, qu'est-ce qu'on va laisser comme tourisme dans 5 ou 10 ans à nos enfants? C'est ça aussi la question, c'est quel tourisme on prépare pour le futur? Et pour moi, la Martinique, on est au milieu de tableau. Il y a des moins bons que nous, des vraiment moins bons. Et puis, il y a des gens qui ont des bonnes pratiques. Mais je mets personne sur un piédestal parce que je pense que chaque destination, elle a ses propres défis. Il suffit de voir dans la Caraïbe, la croisière. Alors, bien sûr, on se dit, il y a plein de bateaux qui descendent à Saint-Martin, qui descendent aux Bahamas, etc., etc. OK. Sur tous ces bateaux-là, où va l'argent? Moi, c'est ça. Où va l'argent? Qui dépense quoi et où? Ça sert à qui? Est-ce que ça finance des infrastructures? Ou est-ce que finalement, ça sert essentiellement les compagnies de croisière?
Et ça, donc moi, voilà, je dis, regardons les choses en changeant la perspective. La perspective actuelle, à mon sens, elle est datée, elle est biaisée, et elle n'est pas tournée vers le futur. Ok. Oui, non, mais on reçoit ça parce que nous sommes, en tant que Martiniquais, on l'entend, hein, ce que vous dites. Mais c'est vrai que le discours de Frédéric est celui qu'on entend le plus souvent. Et quand vous dites ça, vous apportez un élément que nous n'avons pas, et sur laquelle, en tout cas, on ne réfléchit pas souvent, cette histoire d'utilisation, de gestion de l'eau, etc., des ressources. Et puis, une autre chose aussi, quand vous parliez, ça me venait, on vend beaucoup le paysage. On vend beaucoup le paysage, mais est-ce que quelque part, Frédéric, Valérie et Madly, est-ce que le touriste ne cherche pas d'abord de l'émotion ? Et vous parliez de nouveaux paradigmes, il faut voir les choses avec une nouvelle vision. Cette capacité peut-être qu'a la Jamaïque ailleurs, même si on a bien compris, il faut pas trop se comparer, mais... Car j'ai l'habitude, en fait, Madly est une... ça fait des années... on n'est pas toujours d'accord, mais on s'entend très bien. On a l'habitude, et je connais... En fait, c'est complémentaire. C'est pour ça que je voulais que je suis très heureuse d'avoir les deux sur plateau, parce que je savais que ce serait comme ça. Et je ne dis pas qu'il faut un tourisme de masse. Je suis la première à plaider, pas contre, mais de façon très modérée par rapport au tourisme de croisière. Je suis la première à dire qu'il faut du tourisme de séjour beaucoup plus important pour pouvoir lisser. C'est justement ça. Désolée, je vais argumenter pour mon petit tourisme de Caraïbes. C'est que le touriste ne fasse pas un aller-retour, et je laisserai la parole à Valérie, ne fasse pas un aller-retour en Martinique ou en Guadeloupe ou ailleurs et puis reparte, mais qu'il puisse justement, dans la continuité, dans l'expérience, dans la durabilité, découvrir la destination Caraïbes et justement sortir de ce côté je descends une journée, je repars ensuite. Donc c'est bien que Madly ait argumenté autour de tout ça, parce que j'avoue que j'ai une vision très économique du tourisme, je l'admets, mais je suis bien d'accord que de toute façon, un tourisme économiquement durable, c'est un tourisme qui profite à la majorité. Voilà. Qu'en pensez-vous, Madame Rémilliet ? Alors, je vous rejoins, mesdames, chacune. Tu as le droit de choisir. Hein. Mais non, je vous rejoins parce que je comprends, j'ai le cœur, j'ai cœur à comprendre chaque personne, et je vois où tu veux en venir, et Madly aussi. Et mon expérience, elle est différente parce que j'ai vécu à Barbade. Mm-hmm. Donc, j'y ai fait mes études justement de management touristique. Et ce que j'entends, c'est bien parce qu'on a envie de ça, mais je veux revenir sur ce que Madly disait par rapport à la gestion des ressources. Faut pas oublier que Barbade, c'est une très, très grosse destination dans la Caraïbe, qui est majoritairement traitée comme la meilleure, selon les gens. Et en fait, il y a eu une période où il y avait beaucoup d'hôtels sur la côte. On donnait des subventions à ces hôteliers qui venaient d'ailleurs, qui venaient des États-Unis, des Hilton, voilà, on leur donnait des subventions, ou bien on leur donnait, ils avaient un crédit d'impôt en gros, c'est ça, sur 10 ans, le temps de lancer l'hôtel, et ensuite ils devaient payer des impôts. Ce qui se passait, c'est que pendant très longtemps sur la côte sud-ouest, on a retrouvé beaucoup d'hôtels en ruine, parce qu'après 10 ans, les gens partent. Et ça, c'était pour alimenter un tourisme de masse. Mais en fait, ces hôteliers, ils venaient juste faire de l'argent. C'est ça. En fait, voilà, ils venaient faire de l'argent sur la Caraïbe, sur Barbade, et ensuite ils repartaient. Et ça a été un fléau parce que ça a pollué la mer. Les tortues, Barbade est connue pour sa diversité marine. Donc ça, c'est déjà... le tourisme durable, il faut vraiment le prendre en compte. Et la deuxième chose, c'est que quand tu parles de voyager entre les îles et de ne pas forcément s'arrêter juste une journée, moi je vois ça comme quelque chose d'utopique, parce que pour avoir vu les touristes américains ou même les Anglais dans leur façon de consommer le voyage, il y a quelques années de ça, ils aiment bien rester à l'hôtel. Voilà, ils aiment bien rester à l'hôtel, ils aiment bien rester tranquilles. Ils sortent pas de l'hôtel. Pas vraiment. C'est pas les plus aventuriers. C'est pas les plus aventuriers. Si on veut de l'aventure, on va chercher chez les Allemands, voilà, les Européens, etc. Mais c'est vrai que en tout cas, ceux qui viennent en masse dans ces pays-là ce sont pas les plus aventuriers. Ils sont très chill. On se repose, on profite des vacances qu'on n'a qu'une seule fois dans l'année, 2 semaines, à peine 15 jours, et on n'a pas envie de se fatiguer, quoi.
Donc, je ne sais pas. Et pour la Martinique, je pense qu'on va peut-être... on passe dans un nouveau step parce qu'on voit une Gen Z qui a envie de... Génération Z. Génération Z, désolée. Une génération Z qui a envie d'aventure, qui a envie de connaître autre chose, qui a envie de sortir de ce qu'il connaît, ce qui est Instagrammable, au final, qui a envie de connaître de nouvelles destinations. Et la Martinique fait partie de ces destinations parce que on entend quasiment pas parler d'elle à l'international, malheureusement. Elle n'est pas vendue comme une marque, comme Barbade peut l'être ou Sainte-Lucie aussi. C'est la faute à qui? Oui, on a dit qu'on est venu causer, n'est-ce pas, Frédéric, et dire les choses. C'est la faute aux politiques, c'est la faute au milieu du tourisme, secteur socio-professionnel, manque de formation. C'est notre faute à nous, les Martiniquais, c'est la faute à qui? Pourquoi est-ce que la Martinique reste ce caillou, comme on disait? On est d'accord? Chacun se fait un petit peu sa petite bouilloire là, de son côté, voilà, et on n'est pas assez unis dans ce qu'on pourrait proposer. Après, on peut trouver beaucoup de défauts, on peut trouver beaucoup de personnes qui n'ont peut-être pas aussi la vision, qui sont pas professionnalisées dans le tourisme, et donc du coup, on se retrouve avec des personnes qui ne savent pas comment vendre une destination comme à l'international. Mais c'est pas la faute des Martiniquais. Les Martiniquais, ils ont envie de voir du monde. Donc non. Mesdames, qu'en pensez-vous à ce que dit Madame Rémilien? C'est pas de la faute des Martiniquais. C'est la faute à qui? Il y a bien quelque chose qui fonctionne pas. Je voudrais répondre, mais je laisse la... Oui. Moi, je peux déjà vous enlever quelqu'un dont ce n'est pas la faute. C'est vous. Donc voilà, mais après, je pense que c'est pas une question de... Je sais pas s'il y a une faute individuelle, finalement. C'est plutôt... pour moi, il y a un manque un peu de leadership, quoi. Il y a un manque de leadership et de vision sur vers quel cap on veut. Il y a cette idée aussi de challenger les idées préconçues, de challenger le statu quo, de challenger ce qu'on a l'habitude de faire des choix. Et malheureusement, choisir, c'est renoncer. Donc parfois, il faut renoncer à certaines choses. Et faire des choix, c'est aussi faire des mécontents. Mais bien souvent, il faut trancher. Et trancher, c'est difficile parce que par nature, je pense que l'être humain cherche plutôt la rondeur. Sauf moi, vous l'avez noté. Et c'est ce qu'on aime chez toi, Marie. J'ai une réponse politique, bien sûr. Pas politicienne, mais politique. On parlait des destinations, que ce soit 9-10 îles, une dizaine d'îles, ou qu'on peut aller jusqu'à 1100. On peut parler des Açores, des îles Canaries, on peut parler d'Hawaï, des Maldives. Je suis désolée, ce sont des îles et elles sont arrivées à faire de leur archipel une destination. Donc, je me suis dit, comment ça se fait que... Et pas nous. C'est quand même... Et je pense que la réponse est peut-être dans le fait que ce sont des archipels avec une seule souveraineté étatique. On voit Hawaï, les Américains, par exemple, les Canaries, l'Espagne. Bon, nous, on est un patchwork, on est un puzzle de souveraineté. Au fil des colonisations, au fil des indépendances, on a d'un côté, vous c'est français, vous c'est néerlandais, vous c'est anglais. Et c'est d'ailleurs ça qui a commencé à faire qu'il y avait une distorsion dans le trafic touristique entre la Jamaïque, qui était très ouverte au tourisme anglo-saxon par exemple, et ou Barbade, pour la nommer, excuse-moi, j'aurais dû la nommer dans mes top destinations, parce que je suis désolée, mais l'attractivité, ça se mesure aussi aux visiteurs, n'est-ce pas? Après, à l'île et à la souveraineté de gérer son pays, n'est-ce pas? Mais je crois qu'il y a donc, je disais, cette fragmentation de gouvernance, et on le sait au fond que c'est quelque chose qui est logique, qui est naturel. Je sais que les politiques, même les politiques qu'on peut critiquer souvent, ils s'investissent dans la CARICOM parce qu'ils ont cette intuition profonde que oui, nous sommes français, nous avons une souveraineté française, mais qu'on ne peut pas faire sans nos voisins caribéens, à tout le moins, à minima. Et là, quoi d'autre qu'une CARICOM ou qu'un leadership caribéen pour pouvoir promouvoir des actions, encore une fois, à échelle humaine, en sachant que les ferries ne fonctionnent pas entre toutes les îles. Mais en fait, je vais être cash. Si un croisiériste arrive à vendre une offre touristique toute incluse et que nous, derrière, on est en train de pleurer, tant politique que citoyen, en disant « Ah oui, il se fait de l'argent », j'entends. Mais s'il y arrive, pourquoi pas nous?
Vous me direz, oui, il a des bateaux, d'accord, mais on est quand même sur quelques kilomètres entre îles, c'est pas, on va pas au Groenland. Donc, voilà, je vous remercie, Clara, de nous permettre de débattre et de ferrailler autour de ça, parce que vous voyez bien que mes amis ne sont pas d'accord avec moi, mais au moins, on pose ça en fait. Qu'est-ce que vous en dites Je pense que sur le papier, là aussi, personne ne va dire qu'il ne faut pas travailler avec la Caraïbe. Maintenant, moi, comme toujours, je change un peu de perspective, c'est finalement qu'est-ce que les autres îles de la Caraïbe ont à gagner à travailler avec nous. C'est tout simple. Nous, on a intérêt finalement à se greffer à elles. C'est la locomotive qui va vers l'avant. Mais qu'est-ce qu'elles y gagnent à travailler avec nous? Qu'est-ce qu'on leur apporte qu'elles n'ont pas? Qu'est-ce qu'on a à offrir? Qu'est-ce qu'on a à offrir? Quelles sont les bonnes pratiques qu'on a dont elles pourraient s'inspirer? C'est ça aussi. Alors, tu vends tes douettes, tu vends le patrimoine culturel, culinaire, et tu le fais très bien. Et nous, on n'a pas une spécificité quand même. Mais ça, c'est à l'échelle de l'opérateur privé. Et il y a des gens qui peuvent s'inspirer, et je suis ravie de les inspirer. Maintenant, à l'échelle de la Martinique, je vais prendre l'exemple de la Barbade, de Cuba, de Puerto Rico. De quoi Puerto Rico peut s'inspirer quand il regarde la Martinique? Et c'est ça aussi, le secret d'un partenariat, c'est quand le truc, il est win-win. Si c'est que moi qui peux m'inspirer de ce que tu fais, etc., j'ai pas forcément intérêt à... Et donc, c'est ça aussi. Alors, je suis pas dans les alcôves du pouvoir, etc., mais je pense que la vraie question, pourquoi ça ne se fait pas, c'est peut-être parce que les autres destinations de la Caraïbe n'y voient pas leur intérêt. Wow. Vous acquiescez. Oui, je suis d'accord. Je le répète, pendant mes études à Barbade, je n'ai vu que ça. Moi, je sais que j'étais un peu l'ovni quand je suis arrivée à l'école. Parce que déjà, j'étais la seule française pour eux. Je n'étais pas martiniquaise, j'étais française. Et aucun intérêt pour eux d'essayer de comprendre, de savoir. Vraiment, vraiment, ça a été très difficile parce que je pense que c'est pas du tout dans leur éducation. Même je me rappelle pendant les cours, on faisait un cours qui s'appelait Citizenship. Donc on apprenait vraiment les lois de la Caraïbe, etc. Martinique, Guadeloupe, on n'entendait pas parler, ils savaient pas. Et je me rappelle la première fois que j'ai dit que je venais de Martinique, on m'a demandé si on utilisait le Martinican dollar, le dollar martiniquais. Donc, il y a ce manque d'intérêt aussi. Je pense que... Alors, peut-être que ça changera avec le temps. D'intérêt ou de communication, pardon? Aussi. Il y a la communication aussi. Il y a la communication et c'est important, moi, et je le dis souvent aussi à mes apprenants, parce que je suis aussi formatrice pour les BTS Tourisme, je leur dis, mais allez vers ces îles-là, en fait. Ne restez pas cantonnés aux États-Unis, au Canada, etc. Allez voir ce qui se passe à côté parce que vous verrez que dans leur façon d'accueillir, dans leur façon de vivre le tourisme, ça n'a absolument rien à voir. Et même pour la langue, c'est très important de voir comment les gens accueillent en anglais, etc. C'est totalement différent. Et je pense que c'est ça, il faut qu'on arrive à communiquer, il faut qu'on arrive à trouver un intérêt commun, parce que sinon, ça n'a pas lieu d'être, en vrai. On forme suffisamment, vous parliez de BTS Tourisme, je réagis dessus, mis à part les jeunes qui veulent en faire un métier et leur carrière, est-ce que la formation sur le terrain... Parce que la question qu'on se pose, c'est quand même pourquoi les touristes vont-ils chez nos voisins plutôt que chez nous? Donc, on a tenté de répondre à plusieurs niveaux. Et localement, qu'est-ce que la Martiniquaise lambda, le Martiniquais lambda peut faire pour attirer à petite échelle? Puis après, ça peut devenir collectif. Alors déjà, pour la première question, est-ce qu'on forme assez? Je ne trouve pas, malheureusement. Je pense qu'au niveau des privés ou même des hôteliers, il y a un grand besoin de formation. Pas tant parce que les gens ne savent pas accueillir, mais il faut vraiment comprendre qu'accueillir dans une langue étrangère, c'est développer des automatismes. On ne va pas aujourd'hui apprendre à parler anglais à quelqu'un comme on apprend à un étudiant on apprend la grammaire, etc. Là, on apprend vraiment... On va enseigner comment développer des automatismes, avoir des phrases clés, connaître les moments clés, savoir ce que les gens attendent aussi de nous, parce que culturellement, par exemple, les anglophones, enfin en tout cas les Américains, majoritairement sont des gens qui sont très très à cheval sur le service. Donc ça va être la posture professionnelle, ça va être comment on s'adresse aux gens, quelles phrases on peut
utiliser concrètement pour par exemple, gérer une plainte, pour accueillir, et puis il y a aussi l'adaptabilité et être très, je sais pas comment on dit ça en français, solution driven. À chercher des solutions. Voilà, chercher des solutions. Et ça, c'est très important. C'est classe de penser en anglais d'abord. Oui, ça prouve le niveau de langue quand on réfléchit en anglais. Et donc, effectivement, je vois de plus en plus que les gens sont bien accueillis. Mais alors, quand ça dépasse le stade de « Welcome to Martinique », et voilà, quand ça commence à devenir problématique, il y a des plaintes ou voilà, il faut gérer des situations un peu plus compliquées, là, je pense qu'on manque de formation. Vous êtes d'accord, Madame Dispin? Ah bah absolument, pour l'avoir vécu de façon pratique, ayant moi-même fait une école hôtelière, être issue d'une école hôtelière, avoir dirigé une école hôtelière et avoir travaillé de façon très étroite en bonne intelligence avec les BTS Tourisme et les autres institutions, je ne peux qu'abonder dans le sens de Valérie, mais j'y mettrai une nuance. C'est que les organismes existent. Alors, il y a toujours des choses qu'on peut améliorer. Je trouve que la qualité des BTS Tourisme, par exemple, elle est vraiment bonne. Franchement, sur le territoire, j'ai rien à dire, vraiment. Mais en revanche, je ne sais pas si les jeunes sont intéressés aussi. Il y a cet aspect. Oui. C'est-à-dire qu'on court un petit peu et de plus en plus, depuis le Covid. Alors déjà avant, je me souviens que il y avait eu... Nous, on était passionnés, notre génération. Vous êtes... Non, je ne suis plus vieille que vous. Mais en tout cas, on aimait ça. Enfin, on aimait ça. Mais depuis le Covid, il y a eu une vraie désertification du tourisme, pas que le tourisme, de la restauration, mais qui s'était déjà amorcée. Et je trouve qu'il faut réenchanter le tourisme, et de façon très concrète. Et je peux vous donner un exemple, je vous partage, que tout comme le Masterchef a réenchanté le métier de chef, qui était aussi désenchanté, désaffecté, parce que les horaires d'un chef ou d'une chef, maintenant, d'une chef, il y a beaucoup de chefs femmes, bravo à elles, sont très, très lourdes. Et donc, ça a été déserté. Donc, ils ont réenchanté, médiatisé autour de cela. Et être chef, c'est génial. Donc, c'est une question pas communiquer surtout, mais il y a une vraie beauté dans le tourisme. Il y a une vraie beauté dans ce que Valérie a décrit et dans ce que Madeleine fait au quotidien dans Tété Douette, de désamorcer un conflit. Il y a une vraie beauté relationnelle. Quand vous désamorcez un conflit, vous êtes un véritable chef d'orchestre. Vous dénouez les yeux fermés comme cela au fil de l'eau dans une langue qui n'est pas la vôtre, c'est magnifique. Mais c'est à réenchanter, et ça, pour moi, c'est là où je peux imaginer sur des chaînes d'utilité publique, des émissions dans lesquelles il y a master hôtelier ou master restaurateur ou master agent touristique. Très bonne idée. Avis aux amateurs. C'est ça. Vous êtes au bon endroit. Je la prépare, mais je la pousse. Et pourquoi pas S'il y a des personnes plus compétentes que moi. On connaît votre modestie, Frédéric. Alors, je reviens quand même, si vous le permettez, mesdames, sur ma question initiale, sur l'opposition paysage-émotion. Quand on parle de la Jamaïque, on entend Bob Marley, la musique de Bob Marley. No Woman, No Cry, etc. Quand on parle de Cuba, la salsa, etc. Et on pourrait faire tout un listing. Le touriste, il cherche cette émotion. Chez nous, comment faire vivre qu'est-ce qu'on pourrait mettre en avant? On a Tété Douette qui fait déjà ce superbe travail. Ouais. À ma modeste échelle, je ne me compare pas à Bob Marley. Non, c'était pas la question. En fait, je disais, comment est-ce que nous, on peut générer cette émotion aussi pour les attirer, ces touristes-là? Elle ne vous dit pas tout, notre chère Madeleine, mais Madeleine, je peux parler de VTA, de Veille Tourisme. De toute façon, j'en parle, tu vois. Veille Tourisme Antilles, et Madeleine avait déjà compris, même si tu fais un petit peu ton sens critique, et c'est très bien, pour ça qu'on t'aime, elle avait déjà compris sur ce site web, et elle faisait des newsletters et elle actualisait tout le temps. C'était le blog, on était toutes sur le blog. Ça s'appelait VTA, Veille Tourisme Antilles. Voilà. Ah oui. Et donc, dedans, elle recensait tous les événements, toutes les actualités, pas uniquement de la Martinique ou de la Guadeloupe, mais de toute la Caraïbe.
Ah, wow. Et donc, elle donnait des... Alors là, elle s'amusait bien. Non seulement elle donnait des infos très objectives, mais elle donnait des conseils, notamment des conseils stratégiques dans le tourisme. Un Mali, jour, c'est j'ai à arrêté toi. de faire ça gratuitement. Ah oui. compris. Voilà. Du coup, pour répondre à... Je pense qu'il y avait deux questions. C'est pourquoi les touristes vont chez nos voisins plutôt que chez nous? Je pense que les touristes ne vont pas que chez nos voisins. Ils vont de manière générale dans le monde entier. Pourquoi ils vont chez les voisins? Il y a des liens historiques. Il y a des compagnies, il y a des liaisons aériennes, donc il y a une volonté politique d'impulser un développement aérien. Il y a les prix, il y a l'offre touristique, donc il y a une conjonction de raisons. Et la deuxième raison, c'était la deuxième question, c'était qu'est-ce que la Martinique, comment elle génère finalement de l'émotion. Et vous avez cité des espèces d'ambassadeurs finalement. Rihanna, on pense à Barbade, etc. Mais je vous rappelle, si on doit parler d'ambassadeurs, on est quand même la terre de Cassave. On est la terre d'Aimé Césaire, on est la terre de Frantz Fanon. Est-ce que ça attire suffisamment? On est la terre de Kalash. On est là. Mais ça, vous avez une vision datée des choses. Non, vous avez une vision pas du tout. Alors, écoutez, non. Kalash, c'est l'Arena. Absolument. Kalash, c'est l'Arena. Je sais bien. Maintenant, la question n'est pas parce qu'on chaque tête, chaque esprit, hein, chacun ses références. Maintenant, moi, ma question était, pour revenir sur votre première réponse, hein, la question était tourisme caribéen. Donc, pourquoi est-ce que quand le touriste américain il choisit la Caraïbe, pourquoi est-ce que la Martinique ne se retrouve pas en haut de ce fameux tableau? Liaison aérienne, lien historique bien sûr, facilité avec la langue, liaison aérienne. Quand il suffit de voir le tableau de vol de Saint-Martin, ça n'a rien. De Saint-Martin, vous faites Atlanta, vous faites Las Vegas, vous faites plein de destinations, vous faites Miami, vous faites New York, etc. On n'a pas les mêmes dessertes aériennes. Donc il y a cette espèce de praticité, de facilité avec la langue. Il y a souvent des liens aussi. Il y a une diaspora caribéenne qui émigre vers les États-Unis. Donc forcément, il y a des liens qui se créent. Il y a des liens affinitaires. Et puis évidemment qu'on a un manque de communication, à la fois de notoriété. Ça veut dire qu'on n'est pas connu, et un manque d'image. Ça veut dire que quand on évoque bien souvent la Martinique, si on prend un panel large de Nord-Américains, j'exclus les Canadiens, parce qu'il y a un travail qui est fait auprès des Canadiens qui est intense, mais si on se focalise sur les États-Unis, au mieux, on évoque une destination qui est une destination française secrète dans la Caraïbe, au pire, on n'évoque rien. Et donc, pour moi, c'est cette conjonction-là, et on n'a pas encore réussi à trouver le bon ton, la bonne façon pour finalement faire connaître la Martinique. Malgré Kalash, malgré Aimé Césaire. Mais pour moi, ils jouent un rôle. Il y a beaucoup d'Afro-Américains, et on les voit sur les tours, qui viennent en Martinique en nous disant, nous, on vient parce qu'on a lu Aimé Césaire, la négritude nous a inspirés et on veut être là. Ils viennent parce qu'ils ont vu. Alors, je sais qu'on a tendance à se glorifier de nos artistes des 30 glorieux, des années glorieuses, c'est-à-dire Kassa, Zouk Machine, etc. Mais il y a une réalité aussi, c'est que quand Meryl, elle fait une tournée, ça sert à la Martinique. Quand Maureen, elle fait une tournée, ça sert à la Martinique. Quand on a des artistes guadeloupéens ou martiniquais qui dansent au Stade de France et qui brandissent ou pas le drapeau, ça sert à la Martinique. Quand au concert de Bad Bunny, il y a le drapeau martiniquais qui est brandi, ça sert à la Martinique. 2, qu'est-ce qu'on en fait? On est là, on est derrière notre écran, on est content. Alors qu'il y a une autre destination, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit, retrouvez-moi la personne qui avait le drapeau, qui portait, je ne sais plus quelle destination. C'était Curaçao. Je crois que c'était Curaçao. Et bien, on l'invite. Et donc, c'est ça aussi, c'est que dans notre façon de communiquer, on est sur ces marchés-là et même ailleurs, on est resté finalement très traditionnel. C'est pas une question de génération. La montagne pelée, le rocher du diamant, le madras, etc. Mais aujourd'hui, on ne choisit pas une destination seulement à travers la promotion touristique. Au contraire, on choisit une destination à travers ce cinéma, à travers plein de trucs. La discussion est tellement formidable, chers Itata et chers invités, que j'en ai oublié la tribune digitale. Je la lance tout de suite. Alors, notre tribune digitale, en quelques mots, je vous la présente. Donc, quand j'annonce, Frédéric la connaît déjà, quand j'annonce le sujet de l'émission, je le mets, ce sujet, sur mes réseaux. Okay. Ça peut être WhatsApp ou autre. Et là, j'ai des réactions MP, messages privés. Okay. Clara, demande à tes invités telle chose, telle chose, telle chose. Et j'ai une question que j'ai trouvée superbe.
Elle n'est pas piquante, elle n'est pas trop méchante, mais elle est mignonne et je pense que ça peut nous faire apporter des solutions intéressantes. Si vous aviez, chers invités, chacune en l'occurrence, 5 millions d'euros demain, dans quoi investiriez-vous en premier chez nous? Vous n'avez droit qu'à une seule réponse. Waouh. Moi, c'est facile. C'est facile pour vous? 5 millions? Eh bien, écoutez, les autres réfléchissez. Pour vous aussi, c'est facile. On y va, hein? Madeleine, on commence avec vous. 5 millions. La santé. La santé. Ah oui. Direct, Expliquez-nous. parce que je pense qu'un territoire qui a du mal à se prendre en charge, un territoire qui a du mal à soigner, et on a plein de choses. Hein. On a à la fois les cancers, on a les sargasses, on a la chlordécone, on a voilà, les infrastructures hospitalières. On aura beau faire beaucoup de choses, si votre population elle n'est pas en bonne santé, c'est compliqué. Donc, premier truc, forcément la santé. Le transport, on pourra toujours s'arranger. Le tourisme, on pourra toujours s'arranger. Mais si vous avez une population qui n'est pas prise en charge, qui n'est pas en bonne santé, les gens ne font pas confiance, les gens ne font plus d'enfants parce qu'ils ont peur, les gens ne sont pas en bonne santé, ils ne peuvent pas travailler. Donc ça, c'est mon côté économique, voilà. Ouais, ça aurait été mon choix. Super. Quand on sait, avant de passer à vous, désolée Madame Rémilien, qu'on reçoit au CHU énormément de personnes du bassin caribéen. On en de la reçoit plein, Dominique, mais il y a combien de Martiniquais qui partent aussi se faire soigner? à Cuba notamment. De manière générale, hein, Mais en France, etc. En France, c'est ça, c'est ça. Donc, ouais, la santé. La santé. Très bien. Madame Rémilien, 5 millions. 5 millions. Alors déjà, je rejoins Madeleine sur la santé parce que je trouve ça très intéressant. Je forme à l'anglais médical. Donc souvent, j'ai les élèves qui me disent « Oui, j'ai eu un patient, je ne sais plus, allemand, il me parle anglais, je ne comprenais pas. » Donc je trouve ça intéressant que tu aies parlé de ça, Madeleine. C'est assez sympa. Et c'est vrai qu'il faut des personnes en bonne santé sur le territoire. Maintenant, moi, je vais rester fidèle à moi-même, à ce que je prône comme valeur. L'éducation, pour moi, c'est très important. Et je pense qu'on mettrait cœur à apprendre aux enfants à parler anglais plus tôt. Voilà, parce que les enfants parlent anglais à Saint-Martin, etc. C'est une île qui est bilingue, bien sûr, parce qu'ils sont dans l'environnement. Mais ici, c'est très difficile. Moi, je vois mes enfants, ils font de l'anglais à l'école. Bon, moi, je leur parle anglais. Bon, je sais que c'est pas de l'anglais qui va vraiment les aider plus tard. Voilà, ce sera pas de l'anglais conversationnel. À l'anglais de l'école. De l'école, voilà. Ça va ça. Rester très basique, etc. Donc, vraiment, j'ai à cœur qu'il y ait plus déjà d'anglais dans les écoles, plus d'échanges aussi, de pouvoir promouvoir le fait que les jeunes puissent partir d'autres pays. Avec vos 5 millions, vous feriez quoi alors? Moi, j'aurais bien aimé créer mon école. D'accord. Voilà. Super. Les 5 millions, il faut forcément que je les reverse. Vous avez le choix. Une réponse, investir. Investissez en vous. La vérité, non, oui. déjà, j'utilise 1 million pour acheter une maison dans le Nord. Ça, c'est sûr. Pourquoi le Nord? J'aime beaucoup Tout le monde va au Sud, généralement. Oui, mais le Carbet, je trouve que le Nord, et particulièrement la côte Caraïbe, je la trouve très poétique. Chaque fois que j'y suis, j'ai l'impression d'être... j'ai presque l'impression d'être dans le Var, en Provence. Il y a des couleurs, il y a vraiment une palpitation dans le Nord lumineuse qui est très particulière. Ça fait plaisir d'entendre parce que généralement, le premier réflexe, c'est les plages vers le Sud, alors qu'on a de super spots. Elle a quand même je vous dis pas 1 million d'euros sur les 5. Je ne dirais pas que je n'irai pas dans le Sud 4 pour me payer quelques tourismes, mais pour y aller, on va bien sûr en cliente, bien sûr. C'est ça. Et puis le reste, puisque mes amis sont sociales, et donc je vais me conformer, mais avec mes propres valeurs. Je crois que la première valeur, c'est le soutien, et pour moi, l'avenir, c'est la jeunesse. Et donc, c'est ce que j'ai d'ailleurs déjà fait, et ce que je referai, et que je continue de faire, parce que j'enseigne, c'est la formation, bien évidemment, puisque, en fait, vous avez raison de nommer des... En fait, il y a 2 moments où on fait une société. C'est quand un être humain naît et quand un être humain meurt. Voilà. Le niveau d'une civilisation, c'est la façon dont elle gère et elle enterre et elle accompagne ses aînés, et la façon dont elle fait progresser, qu'elle éduque et qu'elle élève ses enfants. Donc voilà, je complète le maillon, et je crois que si aujourd'hui, on peut faire d'ici, mais les choses progressent, mais vraiment, tout vient de l'éducation.
Tout Super. un être humain vient de son éducation. On est d'accord, nous sommes entièrement d'accord. Alors, mesdames, en conclusion de notre émission, puisqu'il nous reste à peine un peu plus de 2 minutes, on va parler d'avenir dans 20 ans. Cette Martinique-là que nous aimons tant, que nous tentons de valoriser chacune à notre échelle, comment est-ce que vous la voyez? Comment vous vous projetez sur le plan du tourisme? Est-ce que vous pensez qu'on aura pris encore plus de retard, ou est-ce qu'il y a une petite pointe d'espoir et d'optimisme? Qu'en pensez-vous, Valérie? Moi, je suis optimiste. Je suis optimiste. Je pense que avec un bel élan collectif et puis qu'on puisse, qu'on puisse éduquer nos enfants dans ce sens, éduquer les jeunes dans ce sens, leur donner un peu plus d'opportunités aussi de voyager, de voir ailleurs pour qu'ils ramènent un peu aussi ce savoir. Et on n'a pas besoin d'aller très loin pour voir de belles choses. Donc, oui. Adli, dites-nous tout. Moi, je suis optimiste. Je suis défaitiste sur le plan environnemental. Oui. Je pense qu'on n'aura plus de plage, que les cocotiers auront tous disparu si on ne se reprend pas en main. Mais je suis optimiste parce que s'il y a une caractéristique du Martiniquais, c'est qu'on est extrêmement résilient. On est extrêmement résilient, on fait face à tout et on est comme le roseau, on plie, mais à la fin des faits, on est là. Casse pas. Exactement. Et donc, j'espère, en tout cas, j'appelle de mes vœux qu'on ait un développement touristique qui soit plus intentionnel, plus mesuré et peut-être aussi plus innovant dans la perspective. D'accord. Frédéric? Bon, je vais pas mentir parce qu'elle va rigoler. Moi, je suis un peu pessimiste. Et quand je suis pessimiste, j'appelle Madeleine. L'histoire du chat qui se mange. C'est vrai, qui se je mange vous la assure, chair. c'est vrai. Pas vrai, C'est Madeleine. vrai? Oui, je l'appelle et je lui D'accord. dis remonte-moi le moral. J'ai besoin d'être super. optimiste. Donc Super. voilà, moi je suis pas d'une nature dite optimiste. Je suis plutôt ce qu'on appelle une pragmatique, des chiffres, le nombre de vie. Voilà. Donc oui, voilà, ce petit côté, je suis contente, ça me rebooste et il sera caribéen. Pour moi, il doit être caribéen. Si on observe bien les normes européennes qui sont extrêmement contraignantes, elles ont leur rôle, mais à un moment. Bon, il y a des choses qui sont un peu absurdes. Il faut redonner du souffle au tourisme et pour moi, le tourisme sera caribéen. Super. Alors, mesdames, en conclusion, j'aimerais surtout, pour Tété Douette que nous avons découvert aujourd'hui, que vous laissiez vos coordonnées, si vous le voulez bien, madame, afin que chacun puisse soit reconduire des touristes vers vous ou nous-mêmes participer. Alors, dites-nous tout. Comment on peut vous joindre? Donc, Tété Douette, on est joignable avec plusieurs canaux. Le premier, le plus simple, c'est le site web. Donc, ttdouette.com. Pourquoi? Parce qu'on peut voir les circuits qu'on propose, on peut avoir le calendrier de réservation, les disponibilités. On n'a pas beaucoup de voilà, temps. et régler en direct. Et mon numéro, c'est 06 58 65 09 93. Seulement pour Tété Douette. Seulement pour Tété Douette, absolument. Merci à vous. Et courtement, on a quelques secondes. Alors, moi, 06 96 86 41. Mais là, c'est vraiment pour la formation en anglais, apprendre à débloquer des automatismes, à être un peu moins timide. D'accord. Et voilà. D'accord. Et Frédéric, on voudrait vos coordonnées, pourquoi pas? Vous êtes consultante et puis je crois aussi que vous faites de la location. Oui, de la location saisonnière. Je commercialise le patio Fouillet. Donc Super. le tourisme affinitaire s'y plaît parce que c'est en plein centre-ville de Fort-de-France. Ils peuvent trouver le site officiel et ils peuvent également me contacter sur les réseaux. Voilà. Vous êtes joignable. Mesdames, merci. Très belle émission. Merci de nous avoir beaucoup, éclairés chère Clara. Mais avec plaisir, on se revoit. Bonnes vacances, puisqu'on est en plein dedans. Une bonne fin de soirée à vous et à jeudi prochain, chers Zitata.